Et bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui on est le 22 avril, grosse vidéo sur l'état économique de la France comme vous avez pu le voir dans le titre. On va parler d'économie française, du déficit de la France, hein, voilà, on va pas se cacher. Il y aura une brève aussi petite introduction sur notre PIB, voilà à quelle position on se retrouve. Et puis aussi, on va parler un tout petit peu de l'Ukraine qui nous a mis encore un peu plus dans le mal. Un peu toutes ces problématiques-là, voilà, l'industrie, on va parler un peu d'industrie. On va dégrossir un peu tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je ne ferai pas sans doute pas tout dans cette vidéo. Puisque voilà, je parle pas forcément de la réindustrialisation qui s'est un peu mal passée depuis le. On nous avait promis une réindustrialisation française. Bon, on n'y est pas forcément. Allez dans ce sens-là, on va parler forcément de la planche à billets, hein, le quoi qu'il en coûte, qui nous a quand même coûté assez cher. Et puis voilà, de la dette. Et puis autre chose qui va nous intéresser, c'est le chômage en France. Voilà, donc je vais vous débriefer tout ça, et puis bah, on va y aller quoi. Ok, alors le PIB de la France c'est 3440 milliards de dollars. On se casse du coup à la 7ème position de la liste des pays au monde, ayant le plus fort PIB au monde. Bon, on a reculé si je crois bien. Avant, il n'y a pas si longtemps on était à la 5ème, 6ème place. Bon là on est à la 7ème. Vu l'émergence de certains énormes mastodontes qui arrivent, je pense forcément à l'Inde, la Chine, qui commence à prendre de plus en plus de place et qui commence à essayer, d'ailleurs la Chine essaye de grappiller la première place mondiale si je ne dis pas de bêtises aux États-Unis. Donc on se prend un sale revers de manche. Je crois que l'Allemagne est devant nous, hein, si je dis pas de bêtises. De tête. Ce qu'il y a de paradoxal avec ça, c'est qu'on est à la 28ème position dans les pays les plus gros PIB par habitant, hein, avec 44 770 dollars par habitant en 2021, selon bah, du coup le FMI. Donc voilà, 28ème place, je sais pas ce qui se passe, on va bientôt être expulsé du top 30. Bon, ce qui est assez paradoxal, voilà, entre le PIB français et puis le PIB par habitant. On va passer tout de suite, voilà c'était une brève introduction sur l'économie, hein, où on était situé dans le monde. On va passer directement au déficit et on va parler de la balance commerciale en 2021 en France. Donc la balance commerciale en 2021 s'élève à 84,7 milliards d'euros. Il s'agit notamment d'un record, hein, qui est largement dû aux importations des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures. C'est bien que depuis 2021, les prix de l'énergie a fortement augmenté et il va de même qu'en ce moment il est encore plus haut avec bah, du coup ce conflit. Bon, on n'est pas dans la même mouise un peu que l'État allemand parce que l'Allemagne serre un peu des fesses et je pense que à mon avis d'ici l'hiver prochain ils ont intérêt de faire un peu de stock, en tout cas ce qui est du gaz. Alors, on va déjà définir ce que c'est qu'une balance commerciale. Alors, selon l'INSEE, la balance commerciale est le compte qui retrace la valeur de biens exportés et la valeur des biens importés. En gros, un pays, pour vous la faire simple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une balance commerciale, on va faire le calcul entre ce qu'on importe. Donc, par exemple, on importe de Chine des semi-conducteurs, je dis des fruits et légumes. Et puis nous on va exporter du vin, du fromage, voilà. Et en fait on fait le calcul de tout ça et puis on a un déficit ou un excédent. Donc voilà un peu la balance commerciale. En 2021 le déficit de la balance commerciale avait atteint du coup 84,7 milliards d'euros comme on l'avait dit, c'était un record. Au cours de l'année dernière la France a en effet apporté des biens, des valeurs d'une totale de 585,6 milliards d'euros, ce qui est énorme, et a exporté des biens qui représentaient 500,9 milliards d'euros. Donc là, on a bien effectivement les 84,7 milliards de déficit qu'on a eu. Un déficit commercial peut être perçu comme un investissement du coup. C'est le cas notamment lorsqu'un pays s'endette via des achats de produits à l'étranger pour consommer de l'énergie afin de relancer du coup son économie. Ce qui est du coup le cas de l'Allemagne, puisque l'Allemagne, bah, on le sait très bien, a une forte industrie qui d'ailleurs permet bah, du coup
transformer les matières qui sont importées du coup en Allemagne et de transformer tout ça, notamment en véhicules, hein, ils sont très connus pour ça les Allemands, en moteur et autres, et du coup de les exporter dans le monde entier. Ou alors de consommer sur place, donc c'est-à-dire bah voilà, les véhicules Audi ils en vendent aussi fortement sur le marché allemand, c'est logique. Bon, en revanche, une balance commerciale déficitaire peut devenir du coup un problème économique, hein, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Lorsque cette dette est trop grande, hein, du coup trop lourde à supporter, du coup ça peut, on peut de plus être dépendant de certaines puissances étrangères, et du coup faire un manque d'autonomie. Alors, on n'est pas arrivé jusqu'à là. Notamment l'Allemagne est à ce point-là, hein, elle est très dépendante des énergies fournies par notamment la Russie. Voilà, parce que bon bah ils importent énormément de gaz, je crois que 30% du gaz allemand est fourni par la Russie. Donc ça a posé d'énormes problèmes. Nous on est dépendants aussi, notamment au frais du pétrole et autres, mais beaucoup moins que les Allemands. Alors, on va parler un peu de ce qui nous a impacté en ce début d'année 2022, c'est-à-dire le conflit en Ukraine. En effet, personne ne l'avait vu venir, enfin personne n'y pensait plus à l'Ukraine, hein. Ça faisait depuis 2014 quand bon, il y avait une espèce de bataille là au fin fond de l'Ukraine en 2014. Bon, ok, super. Et bah non, pourtant, d'un point de vue économique, ça nous a fait énormément mal. Des carburants qui honnêtement fait énormément de mal à l'industrie française. Du pêcheur aux automobilistes, hein, d'ailleurs, parce que le pêcheur, bah, il remplit avec quoi son bateau pour aller pêcher? Bah, avec du pétrole, notamment de l'essence ou du gasoil, je sais pas à quoi ça marche, les bateaux. Je vous laisse me dire ça dans le commentaire. En passant par les entreprises du coup de transport, hein, qui font la gueule, tous bah, du coup impactés par la hausse de l'énergie, donc ça soit le pétrole, gaz, électricité. Même au niveau des agriculteurs, bah du coup l'augmentation des matières premières est un vrai casse-tête, hein, parce qu'effectivement déjà que au niveau de l'agriculture ça fait un peu la gueule au niveau français. On sait très bien que nos agriculteurs sont en énorme souffrance, surtout dans le milieu laitier. Donc en fait qu'est-ce que ça dit? C'est que bah, pour nourrir les vaches, bah, il nous faut des grains. La Russie et l'Ukraine représentaient 33% des exportations mondiales de blé, 20% de celles du maïs, 75% de production de tournesol nécessaire du coup à la nourriture des animaux. Donc c'est une énorme calamité, une énorme souffrance pour notre agriculture qui voit ces prix là flamber. Et donc bien évidemment quand vous avez un cochon à nourrir et qui vous coûte 2 fois plus cher, bah, vous êtes obligé de répercuter ça sur le prix de vente de vos bestiaux pour les abattoirs. Et on sait que les grandes surfaces font énormément pression sur les prix. Et bah là c'est la catastrophe au niveau des agriculteurs. On peut prendre aussi l'exemple du palladium, hein, parce que le palladium, bon bah voilà, c'est un des éléments pour un catalyseur d'échappement de véhicules. Donc qui est très important au niveau de notre industrie automobile. Et on sait que l'industrie automobile en France est quand même assez importante. On a quand même Peugeot, alors le groupe Stellantis, et on a le groupe aussi Renault qui sont à deux gros mastodontes au niveau automobile, et bah du coup ils sont énormément impactés par cette crise en Ukraine, oui effectivement, notamment aussi Renault qui a dû fermer son usine au fin fond de la Russie pour les raisons qu'on sait tous. Donc oui, le palladium, on s'en doutait pas, mais oui, le palladium est fait à 80-90% fait en Russie, donc bah, ça va être compliqué de trouver ailleurs. La guerre du coup va pénaliser, on n'a pas encore les chiffres, la guerre va donc pénaliser l'économie française, hein. On pense que ça va s'estomper aux alentours des 2024, c'est-à-dire qu'on la sentira plus trop passer. À voir si on passe l'hiver, hein, parce que là on fait les moyens parce qu'on est au mois de mai, mais avril on va commencer au mois de mai à arriver sur les beaux jours, machin et tout. Mais bon, quand il va falloir chauffer et mettre de l'électricité au mois de septembre, octobre, on va voir qui c'est qui fera le plus les malins. Voilà. Donc ça c'était un peu sur le point, un peu sur l'urgence en Ukraine, enfin, sur l'économie qui a été fortement impactée aussi par l'Ukraine. On peut aussi dire que voilà, un prix atteignant 119 $ le baril, il serait possible, et que
que la BCE a baissé jeudi ses prévisions. Alors c'était jeudi de la semaine dernière ou d'avant. La croissance de la zone euro de 0,5 points pour 2022 à 3,7 au lieu de 4,2. Voilà. Alors, selon la Banque française, du coup, nous, pour notre pays, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une forte croissance diminuée. On est passé entre 3,4 et 2,8 sur l'année 2022. En effet, fin 2021, le PIB trimestriel de français a dépassé assez nettement son niveau d'avant-crise, avant la crise du Covid, même si ce contraste sectoriel persiste. Alors, c'est quoi les contrastes sectoriels qui persistent? Voilà, je vais peut-être vous dégrossir ça un peu. L'agroalimentaire et l'industrie, en gros, ils sont en bonne croissance, ils sont en bonne voie de croissance. Mais le plus gros souci a été dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, qui là est un sacré coup dur pour la France. On a notamment aussi, on va voir ce contraste, les problèmes de recrutement en France. Alors on va passer du coup à le recrutement en France. Ce sont désormais des difficultés de recrutement qui atteignent des niveaux records. Je vous mettrai si j'y pense la petite courbe de recrutement. Selon une étude menée par DARES, un bureau DARES qui s'intéresse aux difficultés de recrutement, l'étude énumère 5 grands facteurs. Pourquoi on n'arrive pas à recruter. Donc du coup le premier facteur c'est le désajustement entre l'offre de travail, donc des travailleurs, et la demande de travail, donc celle des entreprises, en particulier lorsque les revenus de remplacement, donc les chômages ou les minima sociaux, sont trop peu incitatifs à la reprise d'emploi relative aux salaires versés par les entreprises. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire en fait? Si vous voulez, moi quand j'ai travaillé en usine, il y avait des mecs qui me disaient moi je fais 6 mois. C'est-à-dire que 6 mois je travaille, 6 mois je vais au chômage. Bah ouais, puisque en fait il y avait 100 balles qui différaient entre son salaire qui touchait à l'époque à l'endroit où je travaillais et le chômage. Voilà. Donc est-ce que tu te feras chier à te lever à 5h du matin désolé des grossièretés, mais est-ce que tu te feras chier à te lever à 5h du matin pour 100 balles de plus alors que tu peux être assis de pépère voilà, sur ton canapé. Voilà, donc ça a été un débat sur aussi les présidentielles qu'on vit à l'heure actuelle. Est-ce qu'il faudrait pas justement baisser le chômage, le minima social pour justement motiver les personnes à aller travailler quand même, ce qui est quand même la base du pays, c'est la croissance. Et donc comment on obtient de la croissance? En faisant travailler les personnes. C'est comme ça que ça se marche. Et l'économie marche comme ça depuis des millions d'années. Enfin bref, le deuxième point, une insuffisance de mobilité. Alors des fois oui effectivement, je reprends le... Alors ça c'est... Je crois qu'il y avait une étude qui a été faite du nombre d'emplois qui étaient demandés dans l'Est et dans l'Ouest. Alors par exemple, dans l'Ouest de la France, on a une énorme économie. Tout ce qui est Nantes, Rennes et tout, ça recrute fortement. On a aussi tout ce qui est au niveau de Cholet. Énormément de personnes demandent de la main d'œuvre. Et quand on croise plus dans les régions pauvres, du style le centre ou même l'Est ou le nord du pays, on voit que c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup moins de demandes de travail. Donc c'est compliqué de faire venir des nordistes dans l'ouest. Et par exemple des personnes qui viendraient de la région, je sais pas, de Belfort et autres, dans l'ouest. Le troisième point du coup, un nombre trop faible de personnes formées au métier qui recrutent, effectivement, regarde dans mon ancienne promo d'école de commerce, voilà, il y en avait beaucoup qui avaient des bac plus 3, et voilà, ce qu'on recherche maintenant, c'est alors soit dans le digital, soit dans le bâtiment, en tout cas dans la région où je suis, ça a construit énormément. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais faire du marketing. Est-ce que tu sais empiler des pylônes? J'en suis pas sûr. Est-ce que tu sais faire est-ce que tu sais faire du ciment? Je pense pas. Et est-ce que tu accepterais d'être payé 1200 balles alors que tu as fait 3 ans d'études? Je ne pense pas non plus. Donc il y a énormément un gros problème au niveau des personnes qui sont formées à autre chose et que les métiers recrutent pas du tout ces genres de personnes. Conditions de travail ou des salaires du coup trop dégradés pour attirer les candidats. Donc oui, on a pris l'exemple de l'hébergement et du service. Voilà, on sait que les serveurs sont pas forcément très bien payés, notamment dans tout ce qui est restauration. C'est très compliqué de recruter puisque en fait on a eu
Enfin, tu fais des heures pas possibles et en plus t'as des heures de niquer. Hein. Des fois tu commences à 11h, tu finis à 14h, puis après tu enchaînes à 17h pour finir à minuit. Enfin, voilà, des horaires qui sont pas du tout stables et t'es payé 1200 balles. Donc voilà, des conditions de salaire trop compliquées, du coup qui attirent pas beaucoup de personnes, et puis des désajustements temporels lorsque les employeurs renouvellent fortement leur main d'œuvre et que les entreprises se retrouvent en concurrence entre elles parce qu'elles recherchent à recruter les mêmes demandeurs d'emploi. En fait, les entreprises elles cherchent forcément à recruter les mêmes personnes et les mêmes profils de personnes, et du coup elles se font la concurrence entre elles pour avoir du coup le même demandeur d'emploi, en n'hésitant pas à toucher au niveau, à les inciter au niveau du salaire. Donc le chômage en France, on va y venir. Hein. Emmanuel Macron pourrait réussir son pari à atteindre un taux de 7% d'ici la fin du quinquennat. Oui d'accord, il a obtenu un taux de 7%. Après, on va voir ce qui va se passer derrière, quoi, parce que bon, on va parler de la planche à billets, ça va faire mal. On va parler du déficit de la France plus tard, comme je vous l'ai dit, ça va faire mal aussi. D'après les chiffres de l'INSEE dévoilés ce vendredi 18 février, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, le BIT, s'est établi à 7,4% de la population active en fin décembre. Donc l'Institut des statistiques a ainsi révisé favorablement de 0,4 points ces chiffres de décembre dernier. En gros, Macron a réussi son pari de 7%, voilà. On pense que on va arriver à 7% du chômage d'ici la fin du quinquennat. Et en effet, les statisticiens tablaient sur un chômage à 7,8 à la fin de l'année 2021 et 7,6 à la fin de l'année du premier semestre 2022. C'est au niveau que j'avais vu atteint depuis la crise des subprimes en 2008. Grosse crise qui nous a éclaté à la figure. Sur la tête de France Inter, travail, Elisabeth Borne s'est félicitée de ses résultats. Voilà, on se félicite, on s'applaudit. On s'applaudit dans la team Macron. Mais bon, il va falloir qu'on regarde derrière un peu. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas du tout d'accord avec ce résultat-là, puisqu'effectivement, l'INSEE, elle prend en compte certains critères et par exemple Pôle emploi en prend d'autres. Il y a de grandes institutions pour le chômage qui peuvent indiquer le nombre de chômeurs en France, Pôle emploi et l'INSEE, mais là s'ils ne sont tous les deux pas d'accord de ce qu'est un chômeur, pour les CIE qui se réfèrent au BIT, Bureau international du travail, est considéré comme chômeur toute personne en âge de travailler, donc 15 ans et plus, qui répond aux trois critères suivants. Elle n'a pas travaillé au cours de la semaine de référence de l'enquête. Elle est disponible pour travailler dans les 2 semaines et elle a entrepris les démarches actives de recherche d'emploi dans le mois précédent ou a trouvé un emploi qui commence dans 3 mois. Ce n'est pas du tout la même chose que Pôle emploi. Parce que les chiffres de Pôle emploi, ils sont pas calculés de la même façon. Il considère comme un demandeur d'emploi toute personne sans emploi effectuant activement des recherches pour en trouver un, pouvant disposer d'une activité réduite inscrite en tant que demandeur d'emploi à Pôle emploi du coup. Alors du coup les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont cependant regroupés du coup en 5 catégories, la A, la B, la C et la D et la E. Du coup, je vais pas vous lister en fait toutes les catégories, vous pouvez regarder ça chez vous, si vous voulez vous en inspirer. Seuls les demandeurs d'emploi inscrits dans la catégorie A, du coup, peuvent être considérés comme les chômeurs puisqu'ils exercent aucune activité et sont tenus d'effectuer des recherches actives d'emploi. Mais si ces définitions du chômage du coup se rapprochent de celles retenues par le BIT, alors diffère néanmoins sur le fait qu'il faille être inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il n'y ait pas de notion de disponibilité pour travailler dans les 2 semaines. En gros, l'INSEE et Pôle emploi ne sont pas d'accord sur les chiffres du chômage et parce que leur mode de calcul diffère. Exemple, une personne inscrite à Pôle emploi mais n'effectuant pas une recherche active d'emploi sera considérée comme un chômeur par Pôle emploi mais pas par l'INSEE. Ça c'était le petit exemple trouvé. Donc le taux de chômage en Europe, donc on est à 7,4% en France. Voilà, il s'est réduit sur l'année 2021, on est content hein. On va arriver à 7, on espère, hein, en décembre 2021, on espère qu'en décembre 2022 on aura 7% de chômage. Mais le taux de chômage des jeunes reste particulièrement élevé et ce malgré les milliards injectés.
Il atteignait 17,6% de la population active des 15-24 ans en décembre 2021, ce qui se situe parmi les plus élevés d'Europe, hein, parce qu'on a environ une moyenne de 14,9 au sein de l'Union Européenne. Donc je vous mettrai les graphiques si vous voulez. Voilà, c'est selon l'Eurostat. Alors oui, les jeunes, les jeunes ont chuté. Le taux de chômage des jeunes a un peu chuté. Mais en 2021, il y avait 698 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés dans le secteur privé, contre 510 300 en 2020. Ce qui est pas mal, mais voilà, on va passer au petit B, le problème de l'alternance. Notamment, en fait, une entreprise peut se permettre de prendre des alternants, effectivement. L'emploi aussi, le taux de chômage chez les jeunes, puisque effectivement, quand ils sont en alternance, ils sont considérés comme des travailleurs selon le BIT, donc l'INSEE, enfin indirectement l'INSEE et puis Pôle emploi. Quel est le montant des aides exceptionnelles? Alors c'est des aides exceptionnelles depuis le 1er juillet 2020 et qui seront présentes jusqu'au 30 juin 2022. Préparant les diplômes jusqu'au master, donc bac plus 5, niveau 7 du RNCP, je sais pas quoi là. À quel employeur s'adresse-t-il? Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2022, cette aide sera versée aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition. Alors là, cette aide financière, c'est 5 000 € maximum pour un apprenti de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti majeur. Je vais vous dire les pourcentages. Pour une entreprise, l'aide couvre 100% du salaire d'un apprenti de moins de 21 ans. 80% du salaire d'un apprenti du 21 à 25 ans révolu et près de 45% du salaire pour les apprentis de 26 ans et plus. A noter qu'à l'issue de la première année d'exécution du contrat, les entreprises éligibles à l'aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu'à la fin du contrat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, l'État injecte de l'argent, en fait, elle paye l'entreprise pour qu'elle te prenne en alternance. Voilà, typiquement c'est ça. On te donne des petites tâches à gauche à droite, tu les fais, ça génère de l'argent pour l'entreprise et ils vont te payer ce que l'État te donne, ce que l'État leur verse. Voilà, donc en fait ça leur coûte peanuts. Bref. Donc maintenant on va parler du coup un peu plus sérieusement des milliards et des milliards de dettes qu'on a, notamment aussi qui a été creusé par le fameux quoi qu'il en coûte. Et aussi par la planche à billets de la BCE, hein, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, la BCE, les taux étaient de 0%, donc du coup, t'empruntais, tu réempruntais, t'inquiète pépère, je te mets bien. Qui nous a coûté environ 160 milliards quand même. Hein. La situation a évidemment empiré, mais toujours dans la différence générale. Hein, on a 600 milliards environ depuis le début du quinquennat. Quand même. 600 milliards. Ainsi, la dette publique a atteint au troisième trimestre 2021 la modique somme de 2834,3 milliards d'euros. Et devrait bientôt franchir la barre des 3000 milliards d'euros, soit environ 120. On est à peu près pas trop d'accord sur les chiffres, mais entre 120 et 116% du PIB français. Donc c'est-à-dire qu'en fait, toute une année où on travaille comme des fous, en gros, un peu plus d'une année, hein, même un peu plus d'une année, une année un quart, on va dire. Une année un quart où en fait toute la population française travaille, ça serait pour juste rembourser la dette. Voilà. C'est énorme. Une dette à plus de 100%, ça peut poser énormément de soucis. Donc il paraît donc plus opportun que rapporter la recette publique, histoire de se rapprocher du ratio dette chiffre d'affaires. Et là en fait messieurs dames, il faut s'asseoir parce que franchement le ratio que les économistes ont calculé est d'environ 230%. Aïe 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 aïe. Ratio chiffre d'affaires dette, il est de 230%. Donc voilà, tout va bien. Écoutez, pourquoi pas, hein, on est à 230% sur le ratio dette chiffre d'affaires. Je vous rappelle qu'il est aussi de 120, 116% et quelques entre le PIB français et la dette.
Mais tout va bien, empruntons encore un peu. D'après ce que j'ai vu sur les programmes, le monde s'en fout en fait. Il faut qu'on aille chercher encore un peu plus de milliards à gauche à droite. Appelons la BCE. Appelons la BCE. C'est vrai que la BCE a que ça à foutre en fait de nous envoyer de l'argent si tu veux, surtout qu'en ce moment ils sont en train de relever les taux. Mais appelons-les, comme ça ils vont nous filer des milliards, avec un pourcentage bien évidemment, hein, parce que maintenant ils sont en train de relever les taux. Donc du coup, avec un taux plus élevé que ce qu'on a déjà emprunté, hein, qui était de 0 à l'époque. Donc faisons ça, grappillons encore un peu de milliards, et puis on va finir comme à la Grèce, hein, écoutez, voilà, hein, on va pouvoir rembourser, et puis un jour bah, on va faire de l'huile d'olive, et on va jouer du tam-tam autour du feu. Donc voilà un peu, on a dégrossi un peu, alors on n'a pas parlé de réindustrialisation, tout ce qui était là-bas, le programme 2030, notamment France 2030, on n'a pas parlé non plus tout ce qui était digital un peu, les avancées, notamment les licornes françaises, hein, on parle bien évidemment de Blablacar ou encore de Doctolib qui peuvent être assez intéressants à regarder et qui poussent en avant l'économie du pays. On n'a pas parlé non plus de plein de choses, hein, bien évidemment de la relocalisation de certaines entreprises en France qui pourraient faire du bien à l'économie. Voilà, on a quand même des choses positives que j'ai pas forcément énumérées, mais que je pense faire une prochaine vidéo là-dessus, voilà, j'en ferai peut-être une en fin d'année, hein, sur l'économie française, voilà, le bilan de l'économie française en 2022. Mais je m'attends pas non plus à une énorme différence à ce que je viens de citer. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous visionnerez cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que vous visionnerez cette vidéo, pardon. Et puis, à plus.